Bonsoir à tous, ravi, heureux de vous retrouver comme tous les vendredis à 23 h sur Télé Sud, votre nouveau rendez-vous d'actualité, Ça fait débat. L'émission Ça fait débat, comme son nom l'indique, est bien une émission de débat, d'actualité, de décryptage et parfois de polémique. Et ça va commenter dans Ça fait débat sur Télé Sud. Allez, au sommaire, au menu de cette émission, l'actualité qui a secoué la semaine. Au Cameroun, les Français enlevés. Peut-on craindre un enlisement? Est-ce que les Français et les Occidentaux ont droit de citer en Afrique? Comment expliquer cette menace islamique qui se déplace? Égypte, les agressions contre les femmes se multiplient. Faut-il une loi? Faut-il durcir le dispositif législatif? Est-ce que les agressions sexuelles deviennent un enjeu politique? Oscar Pistorius, des JO au meurtre. Premier athlète paralympique au JO avec les valides a tué sa petite amie. On en parle dans Ça fait débat. Son handicap est-il sa meilleure défense? Cette affaire met-elle en lumière une banalisation des violences faites aux femmes? Et enfin, dernier sujet, culture, Barbès Café à Paris, un spectacle qui raconte l'histoire de l'immigration en France. On pose la question dans Ça fait débat, la mémoire de l'immigration, faut-il en parler? Et la deuxième partie de cette émission, vous le saurez tout à l'heure, on a l'immense plaisir de recevoir Nabil Ayouch, un réalisateur, un cinéaste franco-marocain. Son dernier film qui s'intitule Les Chevaux de Dieu. Eh bien, Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Dans Ça fait débat, eh bien, messieurs les débatteurs, d'abord bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Louis Quemayou, journaliste et directeur de l'information à Télé Sud. Toujours un plaisir que tu sois parmi nous. Le plaisir est partagé. Ouais, la semaine a été... tu as beaucoup commenté la semaine ces derniers... Non, c'est vrai, on t'a vu un peu partout, de Canal+, en passant par BFM... commenter l'actualité au Cameroun avec la prise d'otages. C'est vrai qu'on a été dans une actualité qui ne nous met pas en valeur, mais il était nécessaire d'expliquer ce qui se passe pour ce qu'on a en termes d'explication, au moins sur le plan socio-politique, ce qui peut être dit dans cet environnement-là. Et sur le reste, on attendra de savoir quand ça va se dénouer. Et on va continuer à commenter l'actualité, notamment, et plus précisément au Cameroun. Absolument. Avec toi, notamment. En face de toi, Louis, eh bien, Aziz Seni, il est acteur politique, et puis entrepreneur, surtout, un président de la BAC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. À ses côtés, Alex Jordanov, connu et puis reconnu aussi également. Alex, merci d'avoir accepté notre invitation, journaliste et réalisateur de documentaires. Exact. Merci Adil. Toujours un plaisir. Il me semble que tu travailles sur un documentaire qui va bientôt être diffusé dans le paysage audiovisuel. Oui, c'est un documentaire sur Hollywood et la politique. Et Hollywood et la politique. Pourquoi ça parle de quoi précisément, juste en deux mots? C'est pourquoi tous les grands acteurs d'Hollywood en ce moment sont en train de s'agiter dans tous les sens et Genre Clooney qui achète du temps de satellite, genre Sean Penn qui passe des mois dans la boue à Haïti. Pas mal. Même Bruce Willis qui s'occupe des maisons d'accueil pour orphelins, alors que c'est quelqu'un de conservateur et de droite. Il y en a. Bon, bah écoutez, hâte de voir tout ça. Alors, dans Ça fait débat, messieurs, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous le rappelle, vous pouvez commenter l'actualité, vous le savez, sur notre page Facebook. La page Facebook, elle s'intitule, elle est tout simple, Ça fait débat. Et puis, commentez aussi l'actualité sur Twitter, CF Débat. En instantané, quasiment, là, dans l'émission sur Télé Sud. Messieurs, juste avant de lancer le débat, et je sais que vous allez commenter cette actualité qui a été commentée toute la semaine, la prise d'otages au Cameroun. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose de découvrir tous ensemble la déclaration de Monsieur le ministre Laurent Fabius. Il faut faire le maximum pour libérer nos otages, mais rien ne serait pire que de céder. Il faut que l'ensemble des pays qui, comme nous, croient à la liberté, se réunissent pour lutter contre ces groupes terroristes. Une réaction? Oui. Quand on écoute la déclaration de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ça vous fait bondir, ça? Non, il est dans son rôle. Il est tout à fait dans son costume de ministre des Affaires étrangères quand il parle sur ce ton. En revanche, au début de la crise, parce que pour moi, on n'était pas encore arrivé à la prise d'otage. On est dans un environnement où il y a énormément de braqueurs, où des larcins de ce type-là se produisent assez régulièrement. C'est pas la peine de dramatiser une information qui est déjà assez grave pour tout le monde. Quand on a une personne qu'on n'a pas vue pendant un jour ou deux, c'est déjà assez douloureux pour la famille et pour les amis. On va pas en rajouter une couche alors qu'on n'a aucune idée de là où ils se trouvent en disant qu'ils sont aux mains de militants djihadistes. Justement, je vais me tourner vers Aziz Seni. Aziz Seni, je vais te donner la parole, Alex Jordanov. Aziz Seni, vous êtes acteur politique. Ce type de déclaration, vous, est-ce que ça vous parle? Prenons une démonstration par l'absurde. Imaginons que Laurent Fabius prenne le... François Bayrou, ouais. Non, je parlais à François Hollande, vous voyez, François Hollande. son président.
Imaginez qu'ils prennent le micro à l'Assemblée pour dire non, non, on va négocier, on va discuter, on a un petit peu d'argent de côté, etc. Vous voyez, c'est pas tout à fait ce qu'on attend du ministre. Il est droit dans ses bottes, il dit qu'il ne négociera pas, qu'il ne fera rien, qu'il fera tout de manière très stricte, rigoureuse pour retrouver les otages, les libérer, etc. C'est normal. Il est là pour aussi rassurer et donner de l'espoir aussi aux familles pour pas dramatiser. Donc, attitude, j'ai presque envie de dire, normale pour un gouvernement, normal avec un président normal. Alors, Alex Jordanov, le journaliste c'est- polémiste que je connais. Bah, écoute, moi, c'est une déclaration passe-partout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est hors de question de céder. Bah, céder, quoi. On ne va pas payer, on ne va pas négocier. Ça veut dire quoi? Effectivement, il a raison, Alex. Il a Non, mais raison. le fait- Il a raison, c'est c'est vrai. la petite Le fait phrase, de on passe négocier, partout. Et presque, C'est je voulais genre, poser la question. Et c'est vrai, on négocie quoi? On négocie de l'argent? On négocie Ça des... dépend de à qui on a affaire. Ça dépend de qui Aziz, on parle. ensuite Est-ce après qu'on- Louis. Il y a peut-être autre chose que de l'argent. Tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la fameuse rançon, combien, qui encaisse, comment, par où ça passe, etc. En liquide, sur un compte, un chèque, on l'encaisse tout de suite ou pas? Non, Je non, ne sais pas pas. de chèque, pas de chèque. Surtout pas de chèque. Surtout Non. pas de chèque. Louis. Le chèque peut être en bois en plus. Donc, non. Exact. Absolument. Non, non, là, Alors, messieurs, juste avant de lancer le débat justement sur le Cameroun, j'imagine que vous avez suivi un peu comme tout le monde l'actualité au Cameroun avec la prise d'otage des Français, des 7 Français qui ont été enlevés. Je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage, la réaction des Camerounais. Ça se passe à Douala. Regardez ça et on en parle tout de suite après dans Ça fait débat. Nombreux sont les Camerounais qui continuaient ce mercredi matin à ne pas croire que des enlèvements d'expatriés se soient opérés sur leur territoire. Avant de retourner à leurs occupations, la curiosité oblige un arrêt chez le vendeur de journaux. 7 Français ont bel et bien été pris en otage. Même un Camerounais qui est à l'étranger, qui revient dans son pays, n'est pas en sécurité. Parce qu'il y a un étranger. Quand il revient, il n'est plus en sécurité. Ça veut dire que dans la loi, dans le gouvernement, si notre père peut vraiment mettre les pieds sur terre vraiment pour ces problèmes-là, vraiment, il serait content. Mais vraiment que les Français nous laissent un peu tranquilles. C'est ça mon problème. Les auteurs du rap viendraient du Nigeria et feraient partie de la secte Boko Haram. Les gens ne doivent pas quitter leur pays ailleurs, ils traversent notre frontière, ils prennent quelqu'un chez nous pour aller ailleurs. Ça veut dire que nos frontières, ça ne marche pas normalement. Il n'y a pas une bonne sécurité là-bas. À tous les âges, on est choqué. Cet élève de 11 ans exprime son désarroi. J'entends toujours ça des pays étrangers, des terroristes et tout. Mais c'est un peu étonnant parce qu'on n'a pas l'air d'avoir ce genre de problème ici au Cameroun. En 2008, des bandits lourdement armés venus du Nigeria avaient déjà opéré en plein cœur de Douala. La banque Ecobank avait été la cible d'attaques à l'arme lourde. Un cambriolage estimé à plusieurs millions de francs CFA. Un reportage réalisé par nos équipes et nos correspondants de l'agence Afrique TV. Messieurs, le reportage a été réalisé avant le flou et avant l'annonce, donc, et le flou autour de la libération des otages. Je le précise quand même, parce qu'effectivement, on peut ressentir parfois ce léger décalage entre avant et après. Messieurs, je vous pose la question. Dans Ça fait débat, est-ce qu'on peut craindre cet enlisement, un enlisement après le Mali, le Cameroun, après le Cameroun, on peut imaginer d'autres pays qui sont voisins. Ce n'est pas le contexte. C'est-à-dire que du fait de la situation au Mali, il y a une lecture un peu trop facile, simpliste de l'actualité africaine que je déplore actuellement dans la plupart de nos médias. Le fait est qu'on est dans une zone au Cameroun, c'est une zone frontalière, transfrontalière. Vous avez 3 frontières au moins. Mais vous une avez zone stable ou pas stable? Elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable du tout. C'est important de le souligner. Oui. Mais le risque n'est pas celui que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est en train d'être décrit aujourd'hui. Donc, vous avez le Nigeria d'une part, avec son problème au nord, qui est celui de Boko Haram. Ça, c'est certain. Après, vous avez le Niger à côté, qui a aussi ses problèmes. À côté de cela, vous avez le Tchad et la République centrafricaine. C'est un peu plus bas, mais on n'est pas très loin de cette frontière-là. Donc, la vérité, c'est que vous avez exactement le même peuple qui vit à travers toutes ces régions. Ils parlent la même langue. Vous enlevez les langues coloniales, français et anglais, on retombe sur le même peuple.
ils se parlent, ils ont des royaumes qui sont transfrontaliers. Vous avez une partie du royaume au Cameroun, une autre partie au Nigeria, voire au Niger et au Tchad. Et donc, entre eux, ils n'ont pas besoin d'un interprète pour se parler. Ils n'ont pas besoin de faire des manières pour vivre. Et la grande puissance économique de la région, c'est le Nigeria, avec un nord nigérien très riche, riche de ses musulmans, riche aujourd'hui de toute cette fratrie djihadiste qui a fini par créer Boko Haram. Donc la vérité, elle est là. Beaucoup de personnes au Cameroun passent leur vie, passent le clair de leur journée au Nigeria et même au Cameroun vivent avec la monnaie nigériane. Donc ça, on ne peut pas le nier. J'ai presque envie, Louis, de vous faire réagir et j'ai envie d'ailleurs que vous commentiez lorsque, on peut remarquer d'ailleurs un sonore précisément, on a un Camerounais qui dit clairement « les Français, laissez-nous tranquilles ». Il le dit. Parce qu'on ne voit pas l'ampleur. Alors, la question, on ne voit pas l'ampleur. Et je vous pose la question, messieurs, est-ce que les Français et les Occidentaux, justement, est-ce qu'ils ont le droit de citer en Afrique? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le problème qui se pose, c'est... Volontairement, j'essaie d'être un peu... Moi non plus avec la France. Non, ce ras-le-bol qui est exprimé par ce jeune Camerounais, c'est pas contre les Français, c'est contre la manière dont on traite cette actualité dans la zone. Parce que je me méfie toujours des images. Vous prenez 30 secondes et quelqu'un, quelque part, dit quelque chose. Est-ce que ce jeune homme qui s'exprime, est-ce qu'il est représentatif de l'état d'esprit des gens qui sont là? Parce que j'ai l'impression quand même que dans cette zone d'Afrique, qui est très peu connue par les Français, puisqu'on regarde ça d'assez loin finalement, enfin je parle du français moyen, on a l'impression qu'il y a quand même quelques zones où, qui qu'on soit d'étrangers, on s'expose à se faire kidnapper pour des raisons XY. Alors, il y a eu ces épisodes, par exemple, avec les pirates en Éthiopie, où vous faites enlever. On peut craindre un enlisement. Pour répondre à Ah non, l'enlisement, c'est une autre question. Pour répondre à ta question précédente, c'est français, quand on est français. L'indépendance de l'Afrique, entre guillemets, c'est une histoire de je t'aime moi non plus, toujours avec entre la France et l'Afrique. Les Africains se sont toujours... colonisés d'une certaine manière, en tous les cas culturellement, et la France est de plus en plus essaie de se dégager en disant non, c'est à vous de jouer, etc. Donc c'est toujours une espèce de va-et-vient, mais vous êtes surpris par la réaction justement de ce jeune Camerounais? Ça vous surprend ce genre de réaction? Ou est-ce que finalement c'est un peu... Mais la question de l'interrogation, c'est de savoir si c'est un état général. Est-ce que la question, je vais être plus précis encore, c'est est-ce que tout le monde pense comme lui, justement, au Cameroun? Moi, j'ai pas le sentiment... Dans une population, on a toujours plusieurs opinions qui peuvent émerger. Si on fait le parallèle avec le Mali, puisque j'ai le sentiment que l'analyse qui se passe, c'est de regarder uniquement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire par le même prisme, en ayant la même grille de lecture pour le Mali que pour le Cameroun. Quand on regarde les images du Mali, on voit les Français arriver, le Malien de la rue, comme on dit, il est content de voir arriver les soldats qui le libèrent, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez un Camerounais qui dit à la télé, les Français, go home. Donc, bon, je ne sais pas ce qui est majoritaire. En tout cas, j'imagine que ça doit être un courant de pensée de se dire, bon, on en a marre, etc. Et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire la fin de la colonisation et ce point encore de l'histoire présent. Très factuellement, au Cameroun, ce qui se passe, c'est que c'est une région où, depuis au moins une vingtaine d'années, il y a ces coupeurs de route qui opèrent, qui tuent ceux qui opposent la résistance pour se faire délester de leurs biens, qui privent les gens de leurs biens et qui prennent des otages. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Entre eux, ils savent comment ça se passe. Il y a de nombreuses... d'ailleurs, parfois. Parfois, ils les revendent, parce qu'après, il y a le Darfour qui n'est pas loin. Il y a des prises d'otages. Ça ne concerne pas spécifiquement les Français. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 Camerounais qui ont été dans cette situation. Personne n'en a parlé. Aujourd'hui, il y a 7 Français qui sont portés disparus, peut-être pris en otage, mais portés disparus pour l'instant. On a l'impression que le monde s'arrête de tourner. C'est en ça qu'il y a une exaspération. Il y a eu des morts à Yaoundé, on les a découverts, je crois qu'il y a eu plus de 10 morts dans le quartier de Mimboman, c'est la capitale. Hein. Et on n'en parle pas. Il n'y a pas eu une seule ligne, il n'y a pas eu une seule ligne dans les médias français. D'où cet étonnement et cet agacement quand on vient parler de 7 Français portés Alex Jordanov. Il y a une révolution orange en Bulgarie aujourd'hui même. Le peuple est dans la rue, le gouvernement vient de démissionner, la Bulgarie, pays de l'Union européenne. Pas un mot dans les médias français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Alors, c'est incroyable, c'est à 2 heures de Paris. L'indifférence des médias, des caméras, des projecteurs sur des situations où on se dit, bon, et je le rejoins, imaginez, il y a des morts, des gens qui sont enlevés, et puis le jour où il y a 7 personnes qui disparaissent, c'est branle-bas de combat, il y a des gens médias qui sont immolés en Bulgarie, pareil qu'en Tunisie.
mais je n'ai pas vu une ligne. Ça fait 10 jours que ça dure. Messieurs, on va tenter quand même Donc d'essayer là, c'est un peu le procès des médias. Messieurs, dans Ça fait débat, on va essayer quand même de tenter de comprendre le phénomène aussi, y compris de cette menace islamiste. Alors messieurs, comment expliquer finalement cette menace islamiste qui se déplace? Alors, Louis, Alex, Vous Louis nous posez et- la question de savoir comment ça se déplace dans une zone nomade. C'est assez drôle, monsieur Fourcade. Il faut des armes, des financements. Moi, je pense que Alex Jordanov. c'est l'effet domino de la Libye, où on n'a pas été extraordinairement brillant, hein, nous, la France. Et donc, c'est toujours la même histoire. Hein, pour que les terroristes existent, il leur faut des armes, des financements et de la mobilité. Et des encouragements, ben voilà, c'est le territoire. C'est qu'il faut déjà un terreau. Il faut un terreau, et ce terreau a été créé par la crise économique et financière que les pays ont connue déjà. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu... Il n'y aurait pas eu les armes de Libye, il n'y aurait pas eu l'argent facteur qatari accélérant. aujourd'hui. C'est un facteur accélérant. Mais oui. c'est qu'à la base, déjà, la plupart des pays africains se sont retrouvés, pas que dans la partie sahélo-sahélienne, la plupart des pays africains de la zone subsaharienne ont été obligés d'être dans les programmes d'ajustement structurel. Les fameux pas, on les a mis au pas. Et ça signifiait pour eux qu'ils devaient faire preuve de rigueur dans la gestion. C'est même pas que de la rigueur, c'est pratiquement, je peux dire, de la rigueur renforcée. Si je peux utiliser cette expression-là. Qu'est-ce qui se passait? On venait de leur expliquer, vous n'êtes pas viable sur le plan économique. Si on vous laissait gérer votre pays, dans 10 ans, vous feriez faillite. Donc, pour vous éviter la faillite, c'était dans les années 80, pour vous éviter la faillite, on vous conseille de ne plus trop investir dans l'armement, on vous conseille de ne plus investir dans le recrutement du personnel de la fonction publique, et donc, du coup, on continuait de former des étudiants parce que c'était les budgets prioritaires. Oui, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir. On va devoir passer au second sujet. Après l'indépendance de l'Algérie fait appel aux frères musulmans pour... C'est la question de l'éducation. Juste là, quelques questions. Il faut toujours prendre, me semble-t-il, effectivement du recul. C'est toujours les mêmes questions. À qui profite le crime et comment des organisations comme ça arrivent à se développer? Parce que argent, armes, tout ça, moi je pense qu'il y a toujours un marionnettiste quelque part qui a intérêt à voir ce phénomène se développer. La question c'est qui a intérêt aujourd'hui à voir ces phénomènes continuer et se développer? Vous pouvez continuer à commenter dans la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à réagir d'ailleurs. Tout de suite, ce second sujet dans Ça fait débat, messieurs, je vais parler de l'Égypte. L'Égypte, les agressions qui se multiplient contre les femmes. Et est-ce que ça va faire débat? Est-ce qu'on en parle? Je vous propose tout de suite de regarder ce sujet proposé par la rédaction de Télésud. Harcèlement, agression, viol ont lieu régulièrement en marge des manifestations en Égypte. Les Égyptiens, hommes et femmes, sont descendus dans la rue pour exiger la fin des violences sexuelles contre les femmes. Ce n'est pas seulement une question de harcèlement sexuel. Harcèlement est un terme poli. Il faut qualifier ça d'agression sexuelle. Ça atteint le niveau des viols collectifs Place Tahrir. C'est systématique et ce phénomène ne se produit que sur la Place Tahrir. Les manifestants réclament la fin de la culture d'impunité vis-à-vis des agressions sexuelles commises par des groupes d'hommes lors de manifestations Place Tahrir. Les femmes égyptiennes ne resteront pas passives et silencieuses. Les hommes doivent se rappeler de la chevalerie. Quand ils voient un autre homme toucher une fille, ils ne doivent pas rester indifférents. Il faut la défendre et la protéger, car elle pourrait être leur mère ou leur sœur. L'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a exhorté le président Mohamed Morsi à prendre des mesures drastiques pour mettre fin aux violences sexuelles contre les femmes. Morsi qui veut mettre fin aux agressions sexuelles. Messieurs, est-ce que ça a lieu, que ça fasse débat dans cette émission? Je vous pose la question, faut-il une loi? Est-ce qu'il faut finalement durcir le dispositif législative? Tu m'as dit que le Sénat égyptien nous avait expliqué que les femmes étaient considérées comme 100% responsables. Alors, Alex Jordanov, le Sénat égyptien s'est positionné. Les femmes sont considérées comme 100% responsables de ce qui leur arrive. Ça arrange qui? Mais avant de poser la question, ça arrange qui, messieurs? Avant, est-ce qu'il faut une loi, messieurs? Je trouve ça scandaleux. Si elles sont en burqa, personne ne va les agresser. C'est évident. Avec la distance qu'on a comme ça de juger une société, c'est toujours facile, mais je trouve ça complètement scandaleux
ce type de décision, de reconnaître les femmes comme finalement responsables de tout ce qui leur arrive. Ça nous renvoie en tout cas par rapport à la France à quasiment au Moyen-Âge. Dans toutes les religions du livre, quelles qu'elles soient, la femme est l'égale de l'homme. Aziz, pardonnez-moi Aziz, mais alors finalement, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience? Une prise de conscience de qui? Des Égyptiens? Des Égyptiens, et puis de la communauté internationale à l'égard de ces femmes et de ces femmes qui se font agresser. Sur cette vidéo... Je rappelle d'ailleurs, il y a une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et sur la toile. Eh ben moi, ce qui me donne de l'espoir pour cette Égypte, c'est pas ces 100 personnes qui agressent cette femme, c'est ce commerçant qui sort avec un chalumeau pour la défendre. Voilà le type de comportement dont je pense qu'effectivement, il donne de l'espoir pour une Égypte. Mais il faut aussi que la communauté internationale aide les dirigeants égyptiens à réfléchir à ces conditions qui sont, j'ai envie de dire, le minimum, le SMIC du droit humain. La communauté internationale, ils sont assez grands pour se gérer. Mais messieurs, alors est-ce que l'agression... Alors en Égypte, est-ce que l'agression sexuelle devient un enjeu politique? Alors c'est peut-être ça la question que je devrais vous poser. Non, c'est-à-dire qu'il faut plutôt dire, est-ce que la paix sociale représente un enjeu en politique? Oui, c'est important. C'est-à-dire que le politicien est là pour défendre les plus fragiles, pour défendre la veuve et l'orphelin, comme on dit traditionnellement. S'il y a une situation dans laquelle l'État se sent impuissant ou qu'il a l'impression qu'il faut renforcer la sécurité, il y a besoin de prendre des mesures législatives pour ça. Il faut faire une loi. Donc il faut durcir. Il faut durcir la loi et, si nécessaire, faire des exemples en punissant de façon publique des auteurs de ce type de délit. Mais il n'y a pas 36 000 solutions pour un État. On ne va pas demander aux gens... Est-ce que c'est la volonté de Morsi? C'est probablement sa volonté. S'il dit... Son Sénat vient de dire que les femmes sont responsables. Non, politiquement, il est obligé. Politiquement, il est obligé. Mettez des burqas et vous n'arriverez à rien. Non, on ne va pas lui faire de procès d'intention. S'il dit qu'il veut s'en occuper, laissez-le le faire. Non, mais Alex, ce qu'il veut dire en filigrane, de façon très nuancée, c'est qu'il est en train d'instaurer une autre révolution. C'est ça ce que tu souhaites, j'ai l'impression. Non, d'ailleurs, à mon avis, Morsi, il a intérêt à... Il a été élu tout de même. Donc, il y a des gens qui partagent ses idées. Et je pense qu'on ne peut pas s'appuyer que sur... On peut pas... Comment il a été élu aussi. Non, il a été élu. Le fait est qu'il a été élu. Chacun a son rôle. Ce que je veux dire, c'est que s'il a été élu sur la base d'un programme, le minimum, c'est qu'on le laisse faire. Tu as vu le bulletin de vote en Égypte? Mais on ne peut pas... Mais ça n'a pas été contesté. J'ai pas eu de contestation populaire comme on a vu en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. De vidéo. Non, mais c'est que lui-même n'a pas été indifférent puisqu'il promet. La communauté internationale ne doit pas intervenir, mais il serait intéressant quand même, dans le cadre des relations internationales, d'expliquer, et je suis très poli dans ma tournure de phrase, d'expliquer, d'inviter vivement le président égyptien à regarder. Il n'y a pas d'exaction de ce type dans d'autres pays où l'on pourrait mettre le nez pour comprendre pourquoi ça se passe ainsi. Au Pakistan, il y a la petite fille qui s'est fait agresser, qui s'est fait... Par exemple, au Pakistan, il y a le Pakistan. En Inde, une femme se fait violer devant En Afghanistan aussi. En Afghanistan, c'est tous les jours. Oui, mais c'est pour ça que je le rappelle. Le sujet est en l'Égypte, mais si ça avait été le Pakistan ou d'autres choses, j'aurais exactement le même discours. Il se trouve, messieurs, qu'en Égypte, les femmes se mobilisent et se manifestent d'ailleurs. Elles le font manifester et voilà, on a bien vu dans le reportage que vous venez de regarder, tous ensemble, elles se bougent. Elles se bougent et il faut les aider, il faut qu'elles sachent qu'il y a des gens qui les soutiennent. C'est votre position, là. Moi, c'est ma position. Ensuite, à terme, et je rejoins un peu l'analyse de mon voisin, c'est que si on veut un Iran à 2 heures, 3 heures d'avion de Paris, c'est ce qui va se passer. Mais c'est un petit peu vers ça que ça va tendre. La burqa pour toutes, et puis... Et après? Non, quand même, c'est à la suite d'une révolution qu'il est élu. C'est une révolution dans la révolution. La première, elle est passée, c'est la révolution sur la révolution. Donc, où est-ce qu'on va? Et là encore, j'ai presque envie de dire, la position de l'Égypte est un petit peu particulière. J'aimerais bien avoir, par exemple, l'avis des Américains, d'Israël, et puis de la communauté européenne, sur lequel on n'entend absolument personne sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est comme si on demandait... Oui, c'est comme si on demandait aujourd'hui je sais pas, à l'île de la Réunion de venir dire ce qu'elle pense de la manière dont le département de l'île de France est gouverné. Oui, bien sûr. Chacun a son point de vue. Nous avons été capables de parler du Mali, nous sommes capables de parler du Cameroun. Je pense qu'on peut mettre aussi des mesures. C'est jamais la même chose. Je crois qu'il y a eu une révolution populaire de surcroît. Ne leur volons pas leur révolution. Laissons les Égyptiens aller au bout de leur révolution. Les leaders sont au pied du mur. C'est plus la même révolution. C'est plus la même révolution, mais c'est trop tôt pour intervenir. Moi, je crois qu'il faut les laisser aller. Mais c'est pas intervenir. Il ne s'agit pas d'aller sur place sur le terrain. Il s'agit de les aider à réfléchir. Je vois qu'effectivement, ça fait débat. Juste un tour de table avant de passer à l'affaire Oscar Pistorius. Messieurs, en un mot, faut-il une loi?
Je fais un tour de table. Oui, Louis. pour moi, oui. Ah oui, bien sûr. Aziz. Oui, bien sûr qu'il faut le voir. Absolument, Alex Jordanov. bien sûr. Allez, on passe à ce Mais, second sujet. Messieurs, de toute façon, ça aura lieu que ça fasse débat dans les prochaines émissions. On va poursuivre notre émission avec, dans Ça fait débat, justement, cette affaire qui a secoué, qui a marqué la semaine. Je veux parler de l'affaire Oscar Pistorius. C'est des JO au meurtre, ce premier athlète paralympique. Vous le savez, aux Jeux Olympiques, qui a, avec les valides, c'est une première, avec les valides. Super. Je vous propose juste de faire un point, de revenir sur son actualité et on commente l'actualité. Regardons tout cela ensemble. Oscar Pistorius comparaît devant le juge Desmond Nahir à Pretoria. En jeu, sa remise en liberté sous caution dans l'attente du procès. Et les premières conclusions de l'enquêteur Hilton Botha accablent encore un peu plus Oscar Pistorius. Selon les analyses balistiques, l'angle des tirs montre que l'athlète avait l'intention de toucher Reeva Steenkamp. Dans cette affaire, un témoin a entendu l'athlète se disputer violemment avec sa petite amie avant qu'elle ne soit tuée par balle. 3 balles, une à la tête, au coude droit et à la hanche droite. L'enquêteur Hilton Botha a annoncé que Pistorius serait également poursuivi pour détention illégale de munitions. La police a découvert des seringues et de la testostérone, produit dopant, interdit aux sportifs. Même si Oscar Pistorius, surnommé Blade Gunner, prétend avoir tué sa petite amie par erreur, le procureur estime qu'il y a eu meurtre avec préméditation. Au moment où son meurtrier présumé comparaissait devant un tribunal de Pretoria, les proches de Reeva Steenkamp lui ont rendu un dernier hommage à Port Elizabeth. Nous allons garder tous les souvenirs positifs que nous avons de ma sœur et nous essaierons de poursuivre les choses qu'elle voulait rendre meilleures. Nous n'avons d'elle que de bons souvenirs. C'est à cela que nous pensons. Nous sommes ici en famille. Il ne manque que Reeva. En marge du procès de l'athlète paralympique, la ministre sud-africaine de la Femme, de l'Enfance et des Handicapés, Lulu Zingwana, a appelé à la fin de la recrudescence des violences faites aux femmes en Afrique du Sud et a suggéré que ce combat doit mener à la prise de sanctions exemplaires et lourdes contre ses auteurs. L'audience a été renvoyée à jeudi avec la plaidoirie de la défense et le réquisitoire de l'accusation. Eh bien, monsieur, on en parle dans Ça fait débat. Ça fait débat. On doit nous aussi poser la question comment cette affaire. Alors, c'est vrai que cette icône, un jour, qui se retrouve à faire la une des journaux. Vous savez, le journal en Afrique du Sud a ouvert, je dirais, la une du journal a été cette affaire met en lumière une banalisation des violences faites aux femmes. C'est la question que je pose ici autour du plateau, à moins que vous souhaitez réagir sur l'affaire Oscar Pistorius. Mais cette histoire, ça me saoule. J'ai l'impression de revoir Florence Cassez. Je veux bien que la France est dans une période où on aime les faits divers, les émissions d'enquête, on en voit sur toutes les chaînes. Mais là, on a autre chose à raconter sur ce qui se passe dans le monde. Les gens ont d'autres problèmes que Alex. Machin Pistorius, qui a un espèce d'athlète, certes, apparemment dopé. Je sais pas, on trouve des fringues chez moi. C'est déjà suspect. Et ben moi, ça me fait penser à Florence Cassez. Cette espèce de moulinette permanente, où on accueille à l'Élysée, avec les petits fours, la petite copine d'un mec qui a admis avoir Qu'est-ce que vous entendez par là, Alex? On n'en parle pas alors? L'affaire Oscar Pistorius? Dès que tu allumes une chaîne d'information, c'est Pistorius. Aziz Seni? Une star du sport qui a manifestement tué sa femme, moi je vois ça sous l'angle d'un meurtre, une violence faite aux femmes, oui, pourquoi pas, je trouve que c'est un peu racoleur sur le sujet. Là, il ne s'agit pas d'une violence faite aux femmes, il s'agit d'un meurtre, probablement. Non, mais ça fait une L'enquête verra, et c'est vrai qu'on est en période de crise, il y a des tas d'autres sujets qu'on pourrait développer, l'emploi, le chômage, la crise économique, etc. Il faut quand même faire un peu de closer, un peu de pari-match pour vendre des espaces publicitaires au cerveau disponible, disait l'autre. Louis, vous partagez le point de vue de nos débatteurs? C'est vrai que c'est désolant de voir une star comme lui tomber en désuétude devant tout le monde à cause d'un fait divers. En plus, sous l'emprise de la drogue. Ça fait beaucoup de mal parce qu'au début, on a cru que c'était vraiment le problème de l'insécurité en Afrique du Sud. Vu qu'on nous a pendant longtemps parlé de la situation en Afrique du Sud où il fallait vivre barricadé, avoir une arme. Et là, apparemment, il n'avait même pas d'autorisation pour tout cela. Non, je vois qu'effectivement, vous partagez un peu le même point de vue. C'est le même point de vue. Non, c'est dommage. Votre avis, très bien. Autre chose. Vous pouvez le commenter. Les gens qui se tirent dessus à Corbeil-Essonnes, on n'en parle pas. Pourtant, tous c'est celles et des ceux- élus.
Hein. Pour tous celles et ceux qui nous regardent, eh bien, n'hésitez pas à le commenter l'actualité sur l'affaire Oscar Pistorius. Allez, dernier sujet, messieurs, avant d'accueillir notre invité Nabil Ayouch et son dernier film qui s'intitule Les Chevaux de Dieu. Messieurs, dernier sujet, vous allez en entendre parler pendant très longtemps et vous allez voir pendant plusieurs semaines, je vais traiter de la culture dans Ça fait débat. Barbès Café à Paris, un spectacle, messieurs, qui raconte l'histoire de l'immigration en France. Eh bien, je vous propose de découvrir ce sujet réalisé par nos équipes de l'agence Afrique TV et on en parle. Vous allez comprendre pourquoi. Regardons. Barbès Café, une pièce détonnante pour une histoire méconnue. Celle des Chibani, ces immigrés maghrébins venus travailler en France après la Seconde Guerre mondiale. Au début, on pensait que les immigrés venaient travailler, voilà, ils envoyaient de l'argent pour leur famille, mais on ne savait pas tout ce qu'ils ont enduré au niveau de leurs conditions de vie. Le soir, dans les cafés de Barbès, ils venaient chanter leur nostalgie du pays. Le spectacle rend hommage à ce patrimoine français porté par des Algériens, écouté en Algérie, mais très peu en France. Parce que ces chansons-là, ils sont créées en France, ils sont joués en France, et la plupart des gens qui ont créé ces chansons, ils ont donné toute leur vie à la France, ils sont morts en France, même ils sont quelques-uns qui sont enterrés en France. Sur scène, beaucoup de joie fait vivre cette mémoire collective de l'exil. Les artistes ont voulu rendre hommage, avec tendresse et poésie, à ces vieux qui, encore aujourd'hui, ont des vies difficiles. Je pense que les gens qui se croisent dans les métros, ils vont croiser des vieux Chibani et ils ne comprennent pas des fois pourquoi ces vieux-là ne les regardent pas ou qu'ils ont un regard fermé. Mais c'est parce que ces gens-là ont eu une vie difficile et qu'ils sont obligés de rester là pour toucher une pension qui n'est pas qui n'est pas mirobolante. Et qu'ils ont eu quand même une vie difficile, qui continuent dans les foyers à avoir des vies difficiles. La nouvelle version du spectacle met en lumière d'autres événements difficiles de l'histoire de l'immigration, comme le massacre du 17 octobre 1961. Une manière de saluer sa reconnaissance et d'aller de l'avant. Allez, Barbès Café à Paris, ça vous donne envie, tout d'abord, avant de parler de la question de l'immigration ? Ça vous donne envie d'aller voir ce spectacle ? Bien sûr, c'est super. Regardez-moi, c'est Fayot, oui, bien sûr, tout de suite là. Non, j'y crois pas. C'est le patrimoine, c'est le savoir qui on est. Non, mais c'est le patrimoine. C'est le patrimoine, il faut le partager. Messieurs, absolument, messieurs, la mémoire de l'immigration, justement, faut-il en parler ? Alex Jordanov. C'est qui nous sommes. Le devoir de mémoire, c'est savoir qui on est. En tant que nation, en tant que pays, en tant que peuple mélangé, et savoir aussi où on va. Oui, il faut en parler, évidemment. Et même pour éviter de tomber dans les clichés, parce que quand je vois aujourd'hui la manière dont on traite l'actualité en voyant dans tout incident qui arrive la main d'un djihadiste islamiste et tout le reste, c'est quand même assez inquiétant. Donc par moment, il est important, vu le cosmopolitisme dans lequel nous vivons, d'apprendre à savoir avec qui nous sommes, et des spectacles comme celui-là valent la peine d'être allés regarder, à la fois pour ceux qui savent déjà de quoi on parle et surtout pour ceux qui n'en savent rien du tout. Et c'est l'histoire de notre pays, l'immigration, c'est aussi savoir, comme on dit souvent, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et c'est aussi cette histoire, cette construction de notre pays. Il y a certaines situations aujourd'hui, prenons l'exemple des quartiers populaires, des banlieues, qui sont l'héritage de cette gestion de l'immigration quelque part. Et si on ne regarde pas un petit peu dans le rétroviseur d'où nous venons et comment s'est construite cette immigration, parfois il est un peu difficile de comprendre là où on est aujourd'hui. Alors messieurs, je vais être un peu provocateur, et là je suis désolé, mais c'est vrai, quand on voit toutes ces communautés qui se divisent, alors comment réconcilier justement les différentes communautés qui se divisent? On est en train d'assister à, d'abord à une ghettoisation des communautés. Parce que tout se communautarise, tout se communautarise, et vous êtes en train de me dire qu'il faut le savoir, connaître ses origines pour mieux avancer. Monsieur Farkan, le communautarisme, il est organisé. Main sur le cœur, vous allumez. Tout à l'heure, peut-être recevrez-vous un homme politique national qui vous dira « Nous sommes contre le communautarisme ». Monsieur Farkan, venez avec moi à Mantes-la-Jolie, je vais vous montrer comment est organisée l'attribution des logements sociaux. Un quartier noir, un quartier turc, un quartier arabe, etc. Et c'est valable dans tous les quartiers de France. Alors qu'on ne nous dise pas que le communautarisme n'est pas organisé dans ce pays. Il est organisé, structuré et pensé. Maintenant, c'est comment on fait pour casser tout ça et essayer de faire un peu de mixité ethnique aussi, avec de la mixité sociale. Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique? J'en doute.
Et puis, à côté de ça, quand vous allez à l'étranger, les Français vivent quand même beaucoup entre eux. Vous avez des écoles françaises, vous avez... c'est du communautarisme. C'est du communautarisme. Il a raison de soulever la question, donc, dans le y fond, compris à l'étranger. Oui, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être dans un communautarisme qui ne s'enferme pas, qui ne se ghettoise pas. C'est d'arriver à bien se reconnaître entre soi pour aller davantage vers les autres. Et c'est malheureusement ce qui n'arrive pas. Aujourd'hui, vous organisez un spectacle, vous l'ouvrez, ça permet aux uns et aux autres de venir découvrir des choses qu'elles ne connaissaient pas de votre culture, de votre personnalité, et qui faisaient qu'il y avait des clichés qui étaient véhiculés sur vous, sur votre groupe. Moi, je crois qu'il est important d'avoir ces communautés pour échanger entre soi, pour se raffermir en termes d'identité. Ouais. Et après, il faut s'ouvrir finalement. C'est la mondialisation. Je vais finir avant d'accueillir notre invité Nabil Ayouch. Alex Jordanov, la mixité sociale, la mixité tout court, est-ce que ça peut réconcilier, Alex ? Écoute, moi, je prendrai l'exemple des États-Unis où, si tu veux, l'intégration, entre guillemets, comme on dit en France, ne dure pas plus de 1 ou 2 générations. C'est ça. Ils ont cette méthode de pouvoir faire éponge à tous ceux qui arrivent. Et quelque part, c'est vrai que l'immigration communautarise les gens par force des choses, mais aux États-Unis, constitutionnellement et culturellement, ça ne dure jamais plus d'1 ou 2 générations. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation dans Ça fait débat. Merci à Aziz Seni, acteur politique et puis président de la BAC. Merci à vous. J'espère à très bientôt. La BAC, je sais pas, moi j'entends... Business Angel des cités. Voilà. Je ne vais pas vous embarquer au poste, monsieur Jordanov, ne vous inquiétez pas. Merci à Alex Jordanov qui est réalisateur de documentaires et journaliste. Merci à toi Alex Jordanov. Et enfin merci, attention, à Louis Kemayou, journaliste et puis directeur d'information à Télésud. Merci à toi. Merci. À la semaine prochaine. Okay. Nous, en tout cas, la semaine prochaine. Vous, à très bientôt ici dans Ça fait débat, messieurs. Est-ce que vous avez eu le loisir d'aller voir ce magnifique, ce chef-d'œuvre, ce film qui s'intitule Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch, messieurs? Je ne vais pas tarder à le faire. C'est prévu, mais j'ai vu le pitch et effectivement, ça donne envie. Ah oui, ça donne envie. Alex? Alors, tu me l'as survendu tout à l'heure, je vais le voir. Excellent. Je l'ai survendu tout de suite, vous avez vu. Non, alors, on va le recevoir. Merci, messieurs. À très bientôt. Nabil Ayouch nous a reçus puisqu'on a enregistré cette interview. Il ne pouvait pas venir malheureusement ici sur le plateau de Ça fait débat. On a été à sa rencontre. Voilà ce que ça donne. Donc le film, son dernier ouvrage qui s'intitule Les Chevaux de Dieu. C'est notre invité Nabil Ayouch qui nous a donné rendez-vous dans un endroit. Vous allez le découvrir tout de suite. غادي ديرها وعيت من الجنة إن شاء الله أحسن جارديان في العالم عمر العالم شاف شو واحد بحال علاش كبرات وليه بحال طلعت لي الخدمة في الراس ولو وقعت شي حاجة راه ما خاصناش نمشيو فيها بجوج جا ما غنمشي نشوفو خو كلها في شكل بحال الدار عقله ما بقاش تعرف بحال درتي معاه السكير بحال هكا علاش ما تجيش معايا انت عند النصير هنا غتلقاو الطريق الصحيح وراحة البال بالصلاة عشتي وخدمتي مع الفساق والزنادقة هما المجرمين ماشي انت خمسة ما يقدروش علينا وراهم عارفينها الموت لا يرهبنا تقول غير زلان من سمعني استشهدت في سبيل الله واش من عمرك يا تقول يا الفوت علاش كبرات وليه بحال بصح غادي ديرها انا ما خايفش اختارونا الشهاده رأيت من الجنة
Nabil Ayouch, merci d'être avec nous dans Ça fait débat. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir en tout cas de te retrouver. On peut se tutoyer tout d'abord? Oui. Sinon je vous vois, je demande l'autorisation avant. Non, Les Chevaux de Dieu, le dernier film, ton dernier film, donc tu es franco-marocain et tu es un cinéaste, rappelons-le quand même à tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, reconnu, connu internationalement. Et avec Les Chevaux de Dieu, d'abord, cette première question, c'est un peu une rencontre, c'est deux rencontres, avec Mahi Bin, qui est un artiste marocain, et toi. Pour quelle raison ça s'est fait? Comment tu l'expliques? J'ai commencé par écrire un scénario, je te raconterai peut-être plus tard comment, sur le sujet, en allant à Sidi Moumen, en retournant à Sidi Moumen en 2008, et j'ai appris quelques mois plus tard que Mahi écrivait au même moment un livre sur le même sujet. Donc je l'ai appelé, et très gentiment il a accepté de m'envoyer le manuscrit, qui n'était même pas terminé, même pas corrigé, et j'ai trouvé dans le livre de Mahi toute la force de l'histoire humaine, de ce que j'avais envie de raconter. Donc évidemment j'ai arrêté l'écriture et je me suis lancé sur une adaptation avec le scénariste Jamel Belmahi. Vous vous connaissez avant? Avec Mahi? Oui. On se croisait. Tu sais, en fait, Mahi, ça fait très très longtemps qu'il écrit, Mahi Bin, mais il est surtout connu en tant que peintre au Maroc. Donc moi, j'avais jamais lu aucun de ses ouvrages. Par contre, connu, reconnu, extrêmement coté, un des plus cotés du monde arabe. Donc j'avais quasiment jamais lu un de ses ouvrages. Par contre, j'admirais ses toiles, évidemment, et du coup l'homme également à distance. Mais on n'avait jamais eu véritablement de rencontre, non. Alors parlons de ton film, qui est un véritable, moi je le dis clairement aux téléspectateurs, un véritable chef-d'œuvre, une belle réussite, une belle performance. Nabil Ayouch, Les Chevaux de Dieu. Votre film, c'est un film d'actualité en réalité là, en ce moment, avec tout ce qui se passe d'ailleurs. Comment tu réagis à cette menace islamiste qui se déplace au Cameroun récemment, avec ces Français enlevés? Ça te fait réagir? Oui, bien sûr, ça me fait réagir. Moi, je pense que ça fait réagir toutes les personnes qui ont un sentiment de justice, qui sont capables de s'indigner face à cette manipulation des textes, manipulation d'une religion qui, à la base, n'est pas du tout ça, qui prône d'autres valeurs, et de voir à quel point des milices intégristes telles que celle du Cameroun, telles que celle du Mali, récemment à plus grande ampleur en Algérie ou autre, s'en emparent et donnent cette image-là de l'islam, évidemment, ça me fait réagir, ça me rend triste. Maintenant, je pense que les gens sont suffisamment intelligents, y compris en Europe, malgré ce climat d'islamophobie, pour faire la différence entre ce qu'est l'islam et ce qui n'est pas l'islam. Est-ce qu'on peut craindre, Nabil Ayouch, un enlisement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tu le rappelais très justement, en Algérie de nouveau? Bien sûr qu'on peut craindre un enlisement. Tu sais, depuis le 11 septembre 2001, on est rentré malheureusement dans une forme de troisième guerre mondiale larvée, qui ne dit pas son nom, qui est insidieuse, et qui surtout prône d'autres formes de combat. Et ces formes de combat, c'est celles que ces milices intégristes fondamentalistes sont en train de mener sur différents fronts, avec leurs armes à elles. Et leurs armes, d'une certaine manière, c'est la lâcheté. C'est d'enlever des touristes, c'est d'enlever des gens qui n'ont strictement rien à voir avec la cause qu'ils défendent, si tant est qu'on puisse appeler ça une cause, et c'est de mettre des bombes. Y compris au Maroc? Cet enlisement peut se reproduire? Il y a des cellules islamistes qui sont démantelées au Maroc quasi chaque semaine par les renseignements généraux. Vous voulez dire par là que les agents secrets, les services secrets sont dotés de moyens terribles pour stopper fort heureusement, cette montée, heureusement qu'ils sont dotés de moyens parce que ça ne s'arrête pas, parce que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est parti pour durer, malheureusement, et le Maroc n'est pas à l'abri. Alors, on l'a vu en 2003 avec les attentats de Sidi Moumen, c'est arrivé de nouveau en 2007, c'est arrivé en 2011 au Café de l'Argana à Marrakech. Mais depuis, il y a beaucoup de choses qu'on ignore et beaucoup d'attentats qui ont été déjoués grâce au travail des renseignements généraux au Maroc, oui, bien sûr. Alors justement, Nabil Ayouch, parlons-en, ton film, Les Chevaux de Dieu. Pourquoi ce sujet précisément? Ce sujet autour du terrorisme, de cet islam radical, pour quelle raison? Alors, moi j'aimerais comprendre. Le sujet du film, c'est pas le terrorisme ni l'islam radical. Le sujet du film, c'est comment un gamin de 10 ans se transforme en bombe humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ancrer le film à la source, dans un bidonville,
Et j'ai envie de montrer à travers ce film qu'il n'y a pas qu'une raison pour laquelle un gamin peut se transformer en bombe humaine, il y en a plein. En l'occurrence, on a souvent tendance à associer la misère sociale, la misère économique à l'attentat suicide. Moi, j'achète pas cette théorie. Donc j'ai voulu, et c'est pour ça que je commence le film par une chronique, j'ai voulu rentrer en profondeur dans leur vie de tous les jours, dans la vie de ce bidonville. Et puis j'ai voulu surtout démonter tous ces mécanismes, tous ces micro-traumatismes, l'éclatement de la cellule familiale, l'absence de l'autorité paternelle, l'abandon de l'État, des structures étatiques, l'absence de lien social, de lien identitaire, et la géopolitique mondiale. Tout ce qui fait qu'à un moment, ces garçons sont détournés de leur destin. Mais comme tu as pu le remarquer dans le film, le sujet, c'est pas l'attentat, le sujet, c'est la genèse, c'est comment on y arrive. Et c'est un sujet fondamental, je pense. C'est fondamental, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un énième film parmi tant d'autres, hein? Je pense à Paradise Now, je pense aussi au dernier autour de la question de Ben Laden. Est-ce le cas pour toi? Est-ce que je peux m'autoriser à te dire, est-ce que ce n'est pas un énième film parmi tant d'autres? Oui, tu peux bien sûr le dire, même si je sais que tu ne le penses pas, c'est pour provoquer. Voilà, exactement, je fais mon métier de journaliste. Non, c'est pas un énième film, et puis c'est évidemment pas moi qui vais te le dire. Non, quand je vois par exemple Zero Dark Thirty, dont tu parlais à l'instant, c'est bien ça? Exact. Moi, j'ai l'impression de voir un long reportage de CNN. J'ai l'impression que ça manque terriblement de point de vue. Et puis surtout, je ne connais pas ce personnage. Le personnage interprété par Jessica Chastain, je passe 3 heures avec elle, mais à la fin du film, je ne sais toujours pas qui elle est. Donc on s'intéresse uniquement au mécanisme de la traque. C'est pas du tout le but dans Les Chevaux des Dieux, ni l'intention. L'intention, c'est au contraire de rentrer dans l'humain, et de rentrer en profondeur dans l'humain. Et c'est à travers l'humain, et à travers donc sa complexité, forcément, qu'on décrypte, qu'on analyse et qu'on comprend ou qu'on essaye de comprendre. Parce qu'encore une fois, moi je suis très prudent par rapport à ça. Tout n'est pas à comprendre dans cette histoire. Alors justement, tu l'as rappelé là en introduction. C'est des questions quand même d'actualité dans ton film, hein. Les Chevaux de Dieu, on vit régulièrement. C'est des jeunes Marocains qui se retrouvent en marge d'une société. Mais en même temps, ça colle à une réalité, qui est cette réalité de la société marocaine. Alors c'est quoi? Comment tu l'expliques? Est-ce qu'ils ont besoin de trouver du sens lorsqu'ils font? Est-ce qu'ils ont besoin de se réfugier au sein d'une communauté? Est-ce que, quelque part aussi, c'est d'une période à l'autre, c'est de se faire pardonner, y compris aux yeux de Dieu? Tu parles des jeunes kamikazes dans le film? Absolument, je parle du... Moi, je pense que la famille, dans ces endroits, ne joue pas son rôle. Je pense que l'État ne joue pas son rôle. Et puis quand les islamistes arrivent, ils leur offrent exactement ce que ne leur ont pas offert cette famille, en l'occurrence de l'enveloppement, de l'amour, mais aussi des règles, un cadre, de la discipline. Ils leur offrent ce que n'ont pas offert l'État, c'est-à-dire des perspectives. Alors, en l'occurrence, pour l'État, ça aurait dû être du boulot, ça aurait dû être de l'espoir, construire une famille, une maison, un avenir. Là, malheureusement, les perspectives, c'est le paradis, c'est le martyre. Mais ça reste des perspectives pour eux. Donc forcément, ils y sont sensibles, et forcément, à un moment, parce que justement, la famille d'accueil, la famille ne joue pas son rôle, la famille de substitution, elle arrive et joue un rôle pénétrant dans la vie de ses enfants, enveloppant dans la vie de ces jeunes. Et puis, ils se laissent séduire. Mais c'est normal. Tu sais, le bidonville, c'est un peu une prison à ciel ouvert. C'est un monde clos. C'est un enclos où tout est sclérosé. Donc, au bout d'un moment, on tourne en rond. Et quand il y a quelqu'un qui arrive et qui vous donne des fenêtres et qui les ouvre, eh ben, on y va. Vous dites que l'État ne joue pas son rôle. C'est-à-dire, on aimerait comprendre, Nabil Ayouch. C'est-à-dire que... Vous faites référence à l'État marocain. Non, je ne fais pas référence à l'État marocain. Je fais référence à l'État en général, partout où il n'y a pas de lien social, partout où il y a déconnexion. Je fais par exemple référence à l'État français dans les années 70, quand ils ont éradiqué tous les bidonvilles où certains de nos grands-parents sont arrivés dans les années 50, 60 et qu'ils ont construit à la place des grandes barres d'immeubles. C'est formidable. Moi, je suis né à Sarcelles, hein, j'ai grandi à Sarcelles. C'est bien de donner un logement salubre aux gens. Mais à l'époque, il y avait toute une série de classes moyennes françaises qui habitaient dans ces banlieues des grandes villes. Et ces classes moyennes ont déserté, ou on les a laissées déserter, et on a ghettoisé ces populations immigrées. Sauf qu'on a oublié d'injecter du lien social, on a oublié d'injecter du lien identitaire, du lien culturel. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des grands ghettos à ciel ouvert, où tout le monde se ressemble, tout le monde tourne en rond, mais il n'y a pas d'échange, et surtout, il n'y a pas
de lien, de connexion avec le reste de la société française. Donc il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Et bien c'est pareil dans ces bidonvilles, c'est pareil en Afrique noire, c'est pareil dans tous ces endroits du monde où on pense qu'il suffit simplement de remplacer de l'habitat insalubre par des barres d'immeubles et on a fait le boulot. Ben, c'est pas ça le boulot de l'État. Pour moi, le boulot de l'État, c'est une vraie politique culturelle, c'est une vraie politique de l'éducation, c'est une politique de santé, c'est une politique de justice sociale, qui va donner l'impression à ces populations véritablement de faire partie de ce grand ensemble et d'être des citoyens à part entière, comme les autres, ceux qui habitent dans le centre-ville. Alors justement, Nabila, je vous l'avais rappelé, ce lien social, casser la logique du ghetto. Vous êtes un cinéaste engagé. C'est une volonté de votre part, ce cinéma engagé? Je fais des films sur des sujets qui m'interpellent. Dans un environnement dans lequel je vis, j'évolue, en l'occurrence au Maroc, j'ai fait le choix il y a 15 ans à peu près d'aller m'installer là-bas. C'est pas simplement pour faire des films égoïstement dans mon coin, même si ça reste évidemment mon moteur, mon énergie, ma passion. C'est aussi pour être à l'écoute d'une société qui bouge, qui est en construction, dans laquelle d'ailleurs il y a de très belles choses qui sont en train de se passer, et puis il y a des choses que j'ai envie de dénoncer parce qu'elles m'interpellent et parce que je pense que c'est des sujets qui sont éminemment sensibles et parce que j'ai envie d'ouvrir des débats publics. Et je pense que c'est aussi le rôle du cinéma de permettre, en offrant des films à un public, d'ouvrir ces débats. Vous pensez que ce cinéma engagé, en tous les cas le vôtre, joue un rôle, contribue à faire avancer la société, les mentalités, à faire évoluer les mentalités, Nabil Ayouch? Il faut que ça y contribue, bien sûr. C'est le rôle du cinéma. Vous savez, après le 16 mai 2003, qui a été un véritable tremblement de terre au Maroc, on a, selon moi en tout cas, un peu trop vite refermé ce chapitre. On s'y est intéressé sous l'angle de l'enquête policière, qui a fait ça, comment ça s'est passé, le modus operandi, mais jamais véritablement il y a eu de débat qui a été ouvert sur pourquoi, comment des gamins qui habitent à 5-6 km à vol d'oiseau du centre-ville de Casa, Sidi Moumen, ont pu se transformer en bombe humaine. Mais c'est quand même un sujet de société fondamental. Alors, moi j'aimerais bien, à son niveau évidemment, parce que c'est pas un film qui peut tout changer, mais en tout cas à son niveau, j'aimerais bien que le film permette de rouvrir ce chapitre, ce débat, et peut-être un travail nécessaire, en tout cas, de mémoire. Justement, parlons-en, Nabil Ayouch. La Sidi Moumen, qui est un bidonville à 5-10 km de Casablanca, cette capitale économique du Maroc, comment s'est préparé votre film? Parce que c'est vrai, quand on regarde les images qui sont très fortes, comment s'est préparé votre film? Vous avez mené quoi? Quasiment une enquête? Vous avez effectué un repérage, un peu comme un journaliste? Un peu comme un anthropologue. J'ai travaillé 2 ans et demi sur le terrain. Alors, il se trouve que je connaissais quand même un peu Sidi Moumen parce que j'avais tourné des scènes d'un film précédent à Lizawa, là-bas, sur place. J'avais tourné quelques documentaires sur le microcrédit. Donc, je suis retourné à Sidi Moumen et cette fois-ci, à l'écoute de cette jeunesse qui a des choses à dire, qui est blessée, qui se sent stigmatisée, montrée du doigt. Et à travers le milieu associatif, j'ai passé du temps avec eux. Donc, ça n'a pas été très compliqué finalement pour tourner? Pour vous? Alors, le tournage, ça a été autre chose. Ça, c'est vraiment la préparation. Ensuite, quand on est passé au tournage, je n'ai pas voulu tourner à Sidi Moumen parce que Sidi Moumen a beaucoup changé depuis 2003. Il y a des choses d'ailleurs très bien qui s'y sont passées, notamment la construction d'un tramway, enfin bon, une sorte de désenclavement. Et puis surtout, Sidi Moumen, du coup, la ville est arrivée jusqu'à ce bidonville et s'est transformée un petit peu en une zone urbaine plus qu'une zone bidonvilloise. Donc j'ai décidé d'aller à une quinzaine de kilomètres dans un autre bidonville qui ressemblait d'ailleurs au Sidi Moumen du début de l'histoire, il y a une quinzaine d'années, beaucoup plus rural. D'accord, ok. Dites-moi, ces jeunes Marocains, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont vraiment endoctrinés? J'ai le sentiment, en tout cas, en allant à Sidi Moumen, en allant même dans les autres bidonvilles qui entourent Casa, que ce n'est pas des nids à kamikazes. J'ai le sentiment qu'il y a du talent. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont la rage et l'envie de crier, qui sont comme tout le monde, avant toute chose. Et qu'il faut qu'on leur fasse confiance et qu'il faut qu'on leur donne du temps et de l'intérêt. Voilà le sentiment que j'ai, moi, en allant sur place. Maintenant, si on ne leur donne pas d'autres moyens d'expression, par le travail, par le corps, par les arts, par la culture, par l'école, en effet, il y a la possibilité très claire, parce que c'est un endroit clos, un endroit fermé, de l'endoctrinement et donc du terrorisme. Mais on a le choix, la société a le choix. Elle a le choix de quoi? Elle a le choix de les emmener, ou de les laisser aller plutôt dans une direction plutôt qu'une autre. J'ai remarqué que vous n'aviez aucune tête d'affiche dans votre film Les Chevaux de Dieu. Pour quelle raison tout d'abord? Et puis, comment je dirais, les comédiens, le choix et la qualité des comédiens, chacun de vos comédiens, qui sont très bons d'ailleurs?
J'ai fait le choix en fait du réalisme dans ce film, du naturalisme. J'ai fait le choix de tourner avec des noms professionnels et d'aller chercher ces comédiens, justement pendant ces 2 ans et demi de travail sur le terrain, de faire des rencontres et de me laisser séduire par ces rencontres. Alors c'est la plupart des gamins qui sont nés, qui ont grandi dans ce bidonville, d'autres quartiers populaires également. Parce que ce qui m'intéresse, c'est leur vécu, c'est leur part de vérité, c'est la manière dont ils arrivent justement à incarner leur propre vie, leur propre personnage, même si évidemment ce n'est pas du tout des gamins qui ont été séduits par le terrorisme à aucun moment de leur vie, mais en tout cas, ils ont grandi sous un toit, une baraque en tôle, ils ont joué sur les mêmes terrains de foot parfois que ces kamikazes, prié dans les mêmes mosquées, ils savent ce que c'est que vivre dans un habitat insalubre, ils savent ce que c'est que ne pas dormir la nuit parce que la pluie elle tape trop fort sur la tôle. Voilà, c'est ce vécu-là qui m'intéresse et que j'ai envie d'injecter dans le film. Et ces jeunes acteurs, ils sont très bons. Comment vous expliquez justement cette qualité et cette facilité à incarner les personnages? Alors ça n'a pas été toujours facile, il y a beaucoup de travail derrière, il y a de l'improvisation pendant 2 mois, 3 mois autour des personnages du film, il y a un travail autour du texte, un travail autour de la compréhension des personnages. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a du talent à Sidi Moumen. Et ce qu'ont fait ces jeunes dans le film, pour moi, est absolument exceptionnel, parce que non seulement ils mettent leur vécu, mais ils mettent aussi une véritable construction et qui porte la dramaturgie du film, et ça, c'est pas évident. Ouais. Je pense même d'ailleurs que certains d'entre eux vont faire carrière dans le cinéma, notamment le rôle de Hamid, dont c'est le rêve depuis qu'il est plus petit, et ce film va peut-être lui donner... le propulser j'espère, en tout cas, le mettre sur orbite, ou en tout cas lui permettre de réaliser son rêve, ce serait beau. Pas tous, mais en tout cas, lui, oui, je pense qu'il a les moyens pour ça. Nabil Ayouch, vous faites souvent référence à Sidi Moumen, vous faites référence aussi, y compris au bidonville du Maroc. Est-ce qu'on ne peut pas craindre des clichés? L'amalgame, justement, je vous pose clairement la question, misère égale terrorisme. Au misère nous amène au terrorisme. C'est exactement l'inverse que dit le film. Le film dit que justement, la misère, c'est pas le terrorisme. La misère, c'est un terreau fertile, mais qu'il y a des centaines d'autres raisons pour lesquelles un gamin peut se transformer en kamikaze. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de Zero Dark Thirty. Moi, je vais vous parler du cinéma hollywoodien en général. Il y a toujours cette propension à déshumaniser la violence, à désincarner la violence, à enlever les noms et les visages. Moi, avec Les Chevaux de Dieu, j'ai envie de faire exactement l'inverse. J'ai envie de revenir à la source de la violence et montrer qu'elle part pas d'une part, qu'elle tombe pas du ciel, et j'ai envie de remettre des noms, de remettre des visages sur cette violence parce que ça me semble fondamental. Comment il a été accueilli? Comment il a été reçu au Maroc, votre film? Il est sorti... Est-ce que ça fait débat, justement? Oui, il est sorti il y a une quinzaine de jours, donc c'est encore relativement frais. Mais j'ai été heureux de voir de quelle façon le public s'est approprié le film. Et puis surtout, parce que c'est quand même un point de vue très nouveau qu'on leur propose là dans le film, comment ils étaient sensibles à ce nouveau point de vue, comment ils avaient envie de, eux aussi, passer de l'autre côté du miroir, essayer de comprendre une vérité qui n'est pas très loin de chez eux encore, qui est à quelques kilomètres, mais dans laquelle ils n'ont jamais mis les pieds. Vous savez, 99% des habitants du centre-ville à Casablanca ne savent pas à quoi ressemble un bidonville. Mais là, à travers le film, qui sert de lien, de passerelle, s'ouvrent à eux de nouvelles perspectives, peut-être certaines ouvertures de conscience, j'en sais rien. C'est peut-être un peu trop d'imaginer ça, mais en tout cas, je sais qu'il y a un débat qui est en train de s'ouvrir au Maroc véritablement autour du film, et ça me rend heureux. Effectivement. Alors, que doit-on retenir dans Les Chevaux de Dieu? Est-ce qu'il y a un message particulier, par exemple, dénoncer le terrorisme? Est-ce que vous, en tout début de cette interview, vous interpelliez l'État, justement? Est-ce que là, il y a la responsabilité du gouvernement, des gouvernements, la misère qui conduit à l'explosion des peuples, des révoltes? Qu'est-ce qu'on doit retenir, Nabil Ayouch? Moi, je crois que, vous savez, je dénonce pas véritablement dans le sens où je suis absolument convaincu que c'est pas facile de diriger un pays. J'aimerais pas être à la place de ces responsables politiques. Je préfère de loin être cinéaste et exprimer des mots, des idées dans mes films. Pas des messages, parce que je fais pas des films à messages. Je fais des films pour exprimer des choses qui m'interpellent, des idées qui m'interpellent, un point de vue sur le monde. Et je pense qu'on est véritablement, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette guerre larvée du terrorisme qui commence à exploser un petit peu partout et finalement de manière continue. Quand il y a un foyer qu'on croit avoir éteint ici, il y en a un autre qui se rallume là-bas. Je pense qu'on est vraiment à une croisée des chemins. Et il est fondamental pour les pouvoirs publics de véritablement prendre conscience que le vivre ensemble, c'est aussi d'arriver à connecter des gens
qui font partie du même pays, mais qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, pour annihiler ces barrières, pour annihiler ce sentiment de différence et de peur. Je pense que la peur n'a jamais été un bon sentiment pour conduire aucune émotion. Alors voilà, c'est un choix. Mettre de l'argent dans l'armement, mettre de l'argent dans la défense, ou alors mettre de l'argent dans l'éducation, mettre de l'argent dans l'avenir de nos enfants, l'école, la santé, la culture de proximité. Je pense que, vous savez, un individu qui grandit en étant allé au théâtre, en étant allé au cinéma, en sachant danser, en sachant chanter, je pense qu'il y a très très peu de chances qu'il se transforme en kamikaze. Allez, dernière question pour finir cet entretien. Dans le cadre de Ça fait débat, votre film il a été primé à Cannes. Est-ce qu'il y a un enjeu pour les talons d'or du FESPACO au Burkina Faso? Affectif. Un enjeu affectif. Parce que vous dites en même temps que l'enjeu c'est l'Afrique. C'est une déclaration, c'est la vôtre. Ouais. Vous avez dit le FESPACO c'est la plus belle vitrine pour le cinéma africain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas d'enjeu économique véritablement au FESPACO, faut être clair là-dessus, mais c'est la plus belle vitrine, en effet, c'est un très beau festival, et donc affectivement, de savoir qu'on est reconnu par la critique sur le cinéma africain, sur le continent africain. Vous savez, je l'avais eu en 99 avec Alizawa, pour moi c'est beau, enfin, c'est en tout cas une fierté. Allez, pour clore cette émission, dans Ça fait débat, Nabil Ayouch qui est notre invité avec son film Les Chevaux de Dieu. Je vous invite à aller le regarder très très vite. 5 questions, 10 secondes, c'est parti. Allez, Nabil Ayouch, quoi représente pour vous l'Afrique? Un mot, c'est très rapide, hein. En un mot. Oula, c'est dur. En un mot, pas besoin de réfléchir. L'avenir. L'Afrique, quelle priorité selon vous? La culture. La France-Afrique, ça évoque quoi? Le passé. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Bientôt, Inch'Allah. Et enfin, un dernier mot, pour tous celles et ceux qui vous regardent, nos téléspectateurs, est-ce que vous avez un mot? Un dernier mot? Merci. Merci Nabil Ayouch d'avoir accepté notre invitation dans Ça fait débat. J'espère à très bientôt. Je vous souhaite bonne chance, en tout cas pour Les Chevaux de Dieu. J'invite encore une fois tous celles et ceux qui nous regardent à aller le regarder. Vraiment, belle performance, bravo Nabil. À très bientôt, n'hésitez pas à réagir. Donc dans Ça fait débat, vous avez la page Facebook, donc Ça fait débat, et puis Twitter, CF débat. Vous pouvez commenter donc l'émission, commenter l'actualité. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.